Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Eric Manirakiza. Bonsoir et bienvenue dans Focus Sahel. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel pour une perspective unique sur la région. Au menu ce soir, réaction mitigée de la population de Niamey à la levée des sanctions de la CEDEAO contre le Niger. Des interrogations persistent sur l'avenir du pays dans l'organisation sous-régionale. Notre correspondant aborde les implications économiques de cette décision. Attaque meurtrière contre des lieux de culte au Burkina Faso. Une mosquée et une église visées le même jour. C'est notre fait marquant de la semaine. Le fleuve Niger, poumon économique vital pour les populations du Mali, est menacé par l'ensablement et l'insécurité. Les femmes des pays en transition en Afrique se mobilisent pour un rôle plus important dans la gouvernance politique et la résolution des crises sécuritaires. Vous pouvez également nous suivre en direct sur Facebook. Je suis ravi que vous vous joigniez à nous dans ce voyage de découverte et de dialogue. Encore une fois, bienvenue. La communauté économique des pays des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO en sigle, a décidé lors d'un sommet extraordinaire le week-end dernier de lever les sanctions imposées au Niger suite au coup d'État militaire de juillet 2023 qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Ces sanctions qui ont eu un impact sévère sur les populations nigériennes sont désormais levées avec effet immédiat. Dans le reportage qui suit, notre correspondant à Niamey, Abdelrazak Idrissa, a recueilli diverses réactions de citoyens nigériens concernant cette mesure de l'organisation sous-régionale. Suivez. 72 heures après, aucun officiel nigérien n'a commenté ou réagi à la décision des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Au sein de la population qui a vécu les effets de ces sanctions, les opinions sont divergentes, comme ici à Gaïa, ville frontalière avec le Bénin. Nous sommes très contents. C'est une bonne nouvelle car nous avions vraiment souffert. Nous étions là à ne rien faire tout ce temps. Je vous prends un exemple. Pendant la fermeture de la frontière, nous prenions de grands risques pour effectuer la traversée du fleuve sur des pirogues pour aller à Malanville, rendre visite à nos parents et acheter quelques produits. La levée des sanctions et la réouverture des frontières avec le Bénin et le Nigeria conduiront à une reprise des activités. Notre souhait, avec nos voisins, nous restions en paix. Il n'y a pas mieux que la paix. Après 7 mois où on nous a suspendu, on n'a pas de médicaments, on n'a pas d'électricité, tout est coupé. Nous ne sommes pas morts. Moi, je pense que c'est pas cette levée-là qui va. Pendant 7 mois, si nous avons pu résister, c'est fini. Nous pouvons continuer. Nous allons continuer. Cela ne va rien enfreindre à notre vie. Ça ne fait que nous réconforter. Pour beaucoup, en effet, le Niger s'étant retiré de la CEDEAO, l'annonce de la levée des sanctions ne devrait pas constituer un événement. Ça n'est pourtant un, selon cet expert des questions économiques et financières. Dans le domaine du transport, avant que les sanctions ne soient prises, quand vous devrez prendre un bien de Lomé à Niamey, ça vous coûterait la tonne 30 000 francs CFA. Eh bien, à la fin de la semaine passée, si mes données sont bonnes, la tonne transportée vous coûtait 158 000 francs. Analysant le contexte de la prise de la décision de levée de ces sanctions contre le Niger par la CEDEAO, Hamma Hamadou souligne qu'en vérité, les sanctions se faisaient ressentir beaucoup plus par les pays qui les ont pris que par le Niger. On a des besoins qui sont connus. Les besoins essentiels de l'homme, c'est manger, boire, se soigner. C'est bien ça, non? Oui. Voilà, se vêtir, se loger. Ok. Aucune des matières servant à ces besoins ne vient de l'espace CEDEAO. Voilà. Donc, on n'a pas grand besoin. C'est eux qui ont davantage besoin de nous. Voilà. Nous leur produisons du bétail sur pied, du niébé, des céréales. Le Nigeria achète les céréales chez nous, que ce soit du riz, du mil et autres. Là, ils viennent dans nos marchés ruraux pour les acheter. Donc, on le sait. Au Bénin, tout ce qui est condiments, oignons et tout cela, bétail également chez nous.
Et vous pouvez aller jusqu'en Côte d'Ivoire et autres, peut-être même jusqu'au Gabon qui n'est pas dans l'Afrique de l'Ouest. C'est nous qui approvisionnons dans ces matières-là. Étant entendu que nous exportions 2 fois plus que nous n'en importions d'eux. Et donc, ils ont un intérêt à lever les sanctions davantage que nous n'avons, puisque c'est eux qui ont 2 fois plus de besoins. Cet assouplissement dans la position de la CEDEAO va-t-il faire changer d'avis le Niger et ses voisins, maliens et burkinabés, ayant décidé ensemble et de façon irréversible, selon les autorités de ces pays, de se retirer de l'organisation sous-régionale? Ce lundi, en tout cas, selon des sources locales, le blocus mis en place du côté du Niger à la frontière avec le Bénin est encore en place. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique. Nous sommes en ligne avec Abdulrazak Idrissa pour continuer la discussion. Razak, bonsoir. Bonsoir Eric. Alors, comment évaluez-vous l'impact immédiat de cette décision de la CEDEAO sur la vie quotidienne des citoyens nigériens, notamment en ce qui concerne l'accès aux produits essentiels et aux services de base comme les médicaments et l'électricité? Alors, à ce stade, à ce niveau, il faut dire que c'est un peu trop tôt pour évaluer l'impact immédiat donc de la levée de ces sanctions, notamment en termes d'accès pour les produits de première nécessité, puisque vous savez, c'est seulement le samedi et donc pour l'instant, ce sont les prix qui étaient appliqués depuis la fermeture, disons depuis l'application des sanctions, qui sont encore appliqués sur le marché. Donc, il n'y a pas assez d'éléments objectifs pour mesurer donc l'impact immédiat de la levée. Pour ce qui est aussi de l'accès à l'électricité, puisque vous savez, dans le cadre de ces sanctions, la fourniture électrique donnée par le Nigeria a été suspendue. Là aussi, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas assez d'informations sur la reprise de cette ligne d'interconnexion entre le Niger et le Nigeria. La preuve, c'est que c'est vrai que quelques semaines, quelques mois après la suspension de cette ligne, il y a eu des mesures alternatives qui ont permis aux populations d'avoir accès à l'électricité. Mais depuis quelques jours, bien avant, on va dire, la levée de ces sanctions, on constate pour le cas de Niamey, la capitale où je suis, qu'il y a une certaine reprise des coupures intempestives d'électricité. Donc voilà ce que l'on peut dire pour l'instant. Razak, les autorités nigériennes n'ont toujours pas réagi à cette décision de la CEDEAO, malgré les dénonciations constantes des militaires au pouvoir qui qualifiaient ces sanctions de illégales et illégitimes. Comment s'explique cette attitude? Difficile de pouvoir justement s'expliquer cette attitude, je vais dire, des autorités militaires du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. En tout cas, jusqu'à l'heure où je vous parle, on n'a pas entendu une réaction de leur part, on n'a pas vu non plus un commentaire, que ce soit des militaires ou bien des officiels civils membres du gouvernement de transition. On ne sait pas pourquoi ils ne se sont pas prononcés. Donc, les réactions qu'il y a jusqu'ici, c'est comme on l'a suivi dans le reportage, c'est au sein de la population où là aussi, c'est un peu, on va dire, divergent. Certains estiment que, puisque le Niger a annoncé son retrait de la CEDEAO, que la CEDEAO lève ou pas ses sanctions, ça ne les concerne pas. Et vous avez à côté aussi certains qui estiment que c'est tout de même des mesures qui ont frappé, enfin, disons, qu'ils ont ressenti dans leur vie, qui sont levées, donc des restrictions. Par exemple, le fait de pouvoir désormais avoir donc des produits sur le marché, des produits, on va dire, un peu moins chers peut-être, ou encore de pouvoir voyager entre les pays, par exemple le Nigeria ou le Bénin. Et même si, comme on l'a vu aussi dans le reportage, pour l'instant, du côté du Bénin, le Niger n'a pas ouvert sa frontière malgré la décision donc, de réouverture de ses frontières. Donc, merci voilà un peu. Razak pour toutes ces précisions. Je vais vous donner quelques commentaires de nos auditeurs sur Facebook. Lasga Sek, il dit ceci: il serait bénéfique que pour la CEDEAO de jouer un rôle plus actif dans la résolution du conflit au Sahel, étant donné que les nations affectées par les attaques djihadistes ont un besoin crucial du soutien de leurs pairs au sein de cette organisation régionale. Alphonse Mbouaki à Kinshasa, il dit, je cite, « Je crois qu'il est important que les 3 pays de l'AES
l'Alliance des États du Sahel, ne répondent pas à cette clémence de l'organisation par une attitude arrogante et un manque de pardon. S'ils peuvent être réintégrés dans le groupe, cela pourrait conduire à des relations de bon voisinage bénéfiques, notamment en matière de transactions commerciales, de droits de douane, de libre circulation des citoyens dans l'espace Sahel sans visa, d'échanges culturels et éducatifs, d'adoption d'une monnaie unique pour les affaires, d'une politique commerciale internationale cohérente, des avantages financiers offerts par la BCEAO pour les États membres et de la stabilité de la monnaie commune, à savoir le franc CFA. Omar Diallo, il dit la levée des sanctions contre qui? Il s'interroge donc, c'est votre affaire si vous décidez de les lever. Ce qui importe maintenant, ce sont les problèmes à résoudre dans l'AES. Justin Kabwe, il dit il est préoccupant de constater que des Africains sont manipulés pour nuire à leurs propres frères. En témoigne le fait que certains discutent de ces trois pays en excluant le Burkina Faso, car Ibrahim Traoré, c'est le président de transition, il est fermement déterminé à rompre avec le néocolonialisme occidental. C'est le point de vue de Justin Kabwe. Nous approfondissons donc la discussion avec notre analyste Ibrahima Kane du bureau ouest-africain de l'ONG Osiwa, basé à Dakar. Bonsoir, Monsieur Kane. Bonsoir, Eric. Et merci d'être avec nous. Est-ce que l'absence de réaction officielle des autorités de Niamey pourrait indiquer, selon vous, une certaine réticence ou incertitude quant à la manière de gérer cette évolution dans le contexte politique actuel du pays? Je pense plutôt qu'ils sont en train de réfléchir, qu'ils sont en train d'étudier la décision de la CEDEAO parce que c'est un document assez épais avec tous les éléments concernant les conséquences, les implications du retrait. Et surtout aussi, c'est un moment important pour eux parce qu'ils vont devoir s'expliquer à la population dans le cas où ils décideraient de partir. Si vous avez constaté, c'était simplement une communication envers l'extérieur en disant on a quitté. Mais ils n'ont pas dit à la population, alors que la population, elle est anxieuse. Il y a des implications terribles s'il s'agit de finaliser cette sortie de la CEDEAO. Comment ils vont faire alors que les populations sont toujours tournées vers l'Ouest, sont toujours tournées vers ces pays-là contre lesquels maintenant ils veulent, dont ils veulent se détourner. Donc, c'est une situation assez compliquée et je pense que une période de vérité maintenant se présente et le Niger ne devrait pas prendre une décision sans aussi avoir consulté ses deux autres partenaires. Ça également, ça va prendre du temps. Justement, en considérant le contexte régional et les intérêts économiques en jeu, quelles pourraient être les implications à long terme de cette levée de sanctions sur les relations entre la CEDEAO et les trois pays qui ont décidé de se retirer de l'organisation? Alors, quelles que soient les implications économiques et autres, Eric, il me semble qu'il y a des lignes rouges à ne pas franchir, aussi bien pour la CEDEAO que pour les États qui disent vouloir quitter la CEDEAO. Il y a un certain nombre de règles, de normes communautaires qu'on pourrait même appeler des valeurs partagées sur la démocratie, sur le respect des droits de l'homme, sur la gouvernance de manière générale. Je pense que le retour de ces pays à la maison mère ne doit pas se faire au détriment de ces règles-là. On ne doit pas piétiner ces règles simplement pour le désir de vouloir ramener les enfants égarés à la maison. Je pense que ça, c'est vraiment un élément important que la CEDEAO doit garder. Et beaucoup de gens au sein de cette communauté observent la CEDEAO à ce niveau-là parce que aller jusqu'à accepter que ces militaires restent au pouvoir le temps qu'ils veulent, cela veut dire que les règles qu'on s'est données pendant cette cinquantaine d'années, parce que la CEDEAO a presque 50 ans, vont être piétinées, simplement parce qu'on veut garder des gens dans la maison. Je pense que c'est aussi une période très critique pour la CEDEAO, parce que
qu'on le veuille ou pas, si ces gens désirent partir et ne pas rester à la maison parce qu'ils ne veulent pas respecter les règles, mais alors qu'ils partent et que la CEDEAO continue de gérer sa communauté. Peut-être que quand d'autres dirigeants viendront à ce niveau, dans ces pays-là, ils verront qu'ils n'avaient pas intérêt à quitter la CEDEAO et ils reviendront dans la maison mère. Je pense que c'est un moment critique, aussi bien pour la CEDEAO que pour le Niger, parce qu'il ne faudrait pas qu'on piétine ces règles-là. Et quels autres moyens l'organisation pourrait-elle envisager pour favoriser un retour à la démocratie par rapport à toutes ces conditions, toutes ces priorités que vous venez d'énumérer, de citer? Je pense que si on part de l'idée que ces règles-là doivent être respectées par tous les États membres, parce que ce sont ces États membres-là qui ont joué un rôle important dans la mise en place de ces règles, notamment le Mali, qui a joué un rôle fondamental dans la négociation du protocole sur la bonne gouvernance qui est aujourd'hui en train d'être piétiné. Alors, si on accepte que ces règles-là sont des garde-fous, que ces règles-là doivent être nécessairement respectées, alors tout est négociable, Eric. Tout est négociable parce que dans une famille, il arrive des moments où on accepte que parce que les choses ont été difficiles pour un ou deux membres de la famille, que l'on voit la manière d'aménager l'application des règles pour que les gens s'organisent mieux au sein de la famille. Merci beaucoup Ibrahima Kane, notre analyste du bureau ouest-africain de l'ONG Osiwa, basé à Dakar. Le fleuve Niger, essentiel à l'économie du Mali, est un véritable pilier dans un pays dépourvu de côtes maritimes. Il traverse les villes de Koulikoro, Ségou, Mopti et Tombouctou, contribuant ainsi de manière significative au développement local. Cependant, l'ensablement représente un défi majeur pour la navigation sur le fleuve, comme le souligne son reportage de Tidiane Ouedraogo pour VOA Afrique. Nous sommes sur les berges du fleuve Niger à Ségou. Des centaines de pirogues sont alignées dans les ports. Ici, la voie fluviale est le seul moyen pour se rendre d'un village à un autre. Nous avons emprunté ces bacs multifonctionnels pour se rendre dans le village de Kola. Après quelques temps d'hésitation, Sita Koulibaly décide de nous parler en cours de voyage. Les matins, j'achète le charbon et le bois de chauffe pour ensuite revendre à Ségou. J'emprunte le bac tous les jours pour traverser les fleuves. Communément appelé Badjuluba à Mandeng, le Niger est le troisième fleuve en Afrique après les fleuves Nil et Congo. Au Mali, il traverse plusieurs villes et villages. Je suis un pêcheur sur le fleuve. Selon ce qu'on nous a dit, le fleuve vient de Bamako, Koulikoro jusqu'à Tombouctou. L'élevage, la pêche, l'irrigation et la navigation sont entre autres activités qui sont menées sur ce cours d'eau. Ces berges servent de jardinage pour les populations riveraines, comme Aïssata Bouaré. J'emprunte les pirogues pour vendre mes légumes dans les foires. Je gagne ma vie dans cette activité depuis des années. Avec une longueur d'environ 4200 km, le fleuve Niger est une source de vie pour une grande partie de la région du Sahel. Malgré son poids sur l'économie des zones arides du Mali et du Niger, le fleuve Niger est de nos jours menacé par l'ensablement qui favorise une baisse du niveau d'eau. Il est difficile de traverser le fleuve à cause du sable. Nous demandons aux autorités de prendre des dispositions pour lutter contre l'ensablement. Malgré les attaques terroristes visant les bateaux et les pirogues, le trafic fluvial continue. Face à la recrudescence de l'insécurité, des brigades fluviales ont été installées dans plusieurs localités. Tidjani Ouedraogo pour VOA Afrique, Koro.
Dans l'est du Burkina Faso, des dizaines de fidèles musulmans ont été tués dans une attaque contre une mosquée à Natiabouani, tandis qu'une autre attaque meurtrière a visé des catholiques dans une église le même jour. C'est notre fait marquant de la semaine que nous abordons avec Aubin Guébré de BF1 TV, notre station partenaire à Ouagadougou. Aubin, bonsoir. Bonsoir Eric. Alors, quelles ont été les réactions des autorités et de la population burkinabé face à ces attaques contre la mosquée et l'église en termes de sécurité et de solidarité entre les communautés religieuses? Oui Eric, pas de communiqué officiel des autorités burkinabèses sur ces attaques contre des cibles religieuses. Vous le savez, l'approche communicationnelle au niveau de l'autorité burkinabèse est bien sûr pas de communication sur les défaites, mais plutôt sur les victoires des forces de défense et de sécurité. À la télévision nationale, le ministre délégué chargé de la sécurité n'a pas parlé particulièrement des lieux de culte, il a plutôt parlé de ripostes et de dégâts enregistrés par l'ennemi. La réaction est plutôt venue des autorités religieuses, notamment le diocèse de Dori et la Fédération des associations islamiques, la FAIB qui parle d'individus sans foi ni loi et d'actes barbares et injustifiables. Ce sont des situations qui viennent montrer qu'aucune religion n'est pas épargnée par les forces du mal. Les populations appellent à des mesures fermes pour sécuriser les fidèles et les lieux de culte. Et comment les médias locaux ont-ils traité ces événements? Ont-ils mis en lumière des réactions de solidarité ou des appels à l'action pour contrer la menace terroriste dans le pays? Absolument. Les appels à la solidarité envers les populations victimes, des appels également à des mesures fortes, notamment la prise de textes de loi interdisant les rassemblements pour des prières dans les zones sous menace terroriste ou à défaut la sécurisation des lieux de culte. Les médias ont en tout cas donné la parole à des populations qui se sont indignées et qui ont fait des propositions de solutions face à ces attaques. Et comment les Burkinabés se mobilisent-ils pour soutenir les victimes et leurs familles dans ces moments difficiles et compliqués? Il faut dire que les Burkinabés sont surtout mobilisés dans la prière, surtout. La prière, la solidarité, c'est aussi à travers la contribution au fonds de soutien patriotique qui mobilise aujourd'hui près de 100 milliards de francs CFA après un an de mise en place. Donc, c'est un peu dans cette dynamique-là, puisque ces zones-là sont difficiles d'accès aujourd'hui. Et donc, c'est depuis les centres épargnés par les attaques que les populations appellent à se mobiliser justement à travers cette contribution pour aider donc à la prise en charge de ces personnes victimes. Est-ce qu'il y a des régions, des localités où la vie n'est pas possible, où les citoyens ne peuvent pas y vivre tranquillement? Oui, aujourd'hui, ces localités existent, même si les offensives des forces de défense et de sécurité permettent de reconquérir des territoires. Il faut admettre qu'il y a encore des localités. Vous savez, la stratégie des groupes terroristes, c'est de faire en sorte que les villes secondaires soient isolées et contraindre les forces de défense et de sécurité à avoir comme principale activité le ravitaillement de ces villes secondaires-là. Donc, autour des grandes villes secondaires aujourd'hui, comme notamment la ville de Dori, Djibo, de Fadangourma, dans la région de l'Est, principalement les villes du nord et de l'est, également dans la boucle du Moun. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est difficile après les grandes villes de faire des déplacements plus de 20 km autour de ces grandes villes-là aujourd'hui. Et donc, les populations sont coupées et du coup, parfois difficilement joignables, pas de communication, mais aussi le ravitaillement parfois très compliqué. On l'a vu récemment dans la région de l'Est, des populations sorties manifester pour réclamer justement une prise en charge. Merci Aubin Guébré de BF1 TV, notre station partenaire à Ouagadougou. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Des femmes représentantes de 6 pays se sont réunies à N'Djamena du 19 au 21 février pour discuter du rôle croissant que les femmes souhaitent jouer dans le processus de transition en Afrique. Les participantes originaires du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Gabon, de la Guinée et du Tchad
ont échangé sur leur implication dans les affaires politiques et la promotion de la stabilité, particulièrement dans un contexte où les pays du Sahel font face à des défis sécuritaires et institutionnels récurrents. André Kodmadjingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena. Suivez. La rencontre s'est penchée sur les défis à relever en matière d'autonomisation des femmes qui sont souvent les premières victimes des conflits alors qu'elles peuvent être un moteur du changement. L'exemple des femmes du Burkina Faso qui, malgré qu'elles soient impactées par la crise sécuritaire et politique, se montrent de plus en plus résilientes en menant des activités génératrices de revenus pour ne pas dépendre entièrement de l'État et de l'aide extérieure. Un moment de partage d'expériences et de réflexion sur le statut de la femme puisque les problèmes qu'elles rencontrent dans ces pays d'Afrique en transition sont similaires. Il y a l'autonomisation socio-économique des femmes, la pauvreté des femmes, l'égalité entre les hommes et les femmes. Et il faut savoir jouer sur les leviers dans nos pays respectifs pour pouvoir améliorer en fonction, en tout cas, des différents domaines. Madame Nandi Diallo, ministre burkinabé du genre, des recommandations et résolutions innovantes et pertinentes ont été prises pour améliorer les conditions des femmes dans les pays africains en transition, informe au micro de VOA Afrique Madame Koulibaly Mariam Maïga, ministre malienne en charge de la promotion de la femme. Améliorer l'accès des femmes et des filles, particulièrement les femmes vivant en milieu rural, aux services sociaux de base tels que santé, éducation, formation, nutrition, eau. Mettre en place ou renforcer les mécanismes et structures innovatrices de promotion de l'autonomisation économique des femmes et des filles non scolarisées et déscolarisées et y allouer des fonds suffisants. Investir massivement dans l'autonomisation économique des femmes à travers les facilités d'accès au crédit. Ces femmes s'engagent à suivre ces recommandations et plaidoyer dans ces pays en transition pour le bonheur de leurs sœurs qui sont les plus vulnérables et donc les plus touchées par la crise sécuritaire dans la région. Fatima Kamara, rapporteur général du Conseil national de transition de la Guinée. Nous, ministres en charge de la femme de la République du Burkina Faso, du Gabon, de la Guinée, du Mali et de la République du Tchad, sommes résolus à maintenir la collaboration entre nos départements ministériels à travers un comité technique de suivi des recommandations issues de la table ronde constituée des points focaux représentant chaque État. Mahamat Idriss Déby, Itno, président tchadien de la transition, reconnaît lui aussi que les défis des femmes de ces pays en transition sont les mêmes. Les conflits armés, les attaques terroristes et l'instabilité politique ont aggravé les fragilités, mettant en lumière les défis immenses auxquels vous êtes confrontés, mais aussi votre rôle essentiel dans la résolution des crises et la construction de la paix. La rencontre de N'Djamena a permis aux femmes de ces pays en transition d'évaluer et de rendre visible le rôle crucial qu'elles jouent dans les transitions politiques. C'était aussi l'occasion de se mobiliser autour des problématiques liées à la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui reconnaît le rôle joué par la femme dans la prévention de conflits et le maintien de la paix. André Kodmadjingar pour VOA Afrique, N'Djamena. Merci à André Kodmadjingar pour ce reportage et c'est la fin de cette édition de Focus Sahel. Merci à notre public qui nous a accompagnés dans ce voyage au Sahel. Merci également à nos invités qui ont partagé avec nous leurs expertises et leurs points de vue. Enfin, je tiens à saluer le travail de nos correspondants qui se sont surpassés pour vous apporter ces nouvelles de la région. Eric Manilakidza était avec vous au micro. Michel Claire-Joseph et Trésor Matondo ont assuré la réalisation, la production et la mise en onde. Nous vous remercions d'avoir écouté Focus Sahel et nous vous disons à bientôt. Au revoir.